Le 25 septembre dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que le pays, grâce aux États-Unis, avait déjà reçu des systèmes de missiles sol-air NASAMS. Auparavant, le Pentagone avait annoncé que l'Ukraine recevrait les 2 premières batteries de NASAMS dans les 2 mois suivants. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce système de missiles solaires et essayer de comprendre comment il va affecter la guerre russo-ukrainienne. Jusqu'à récemment, le système de défense aérienne ukrainien était constitué de systèmes de missiles sol-air soviétiques S-300 et Buk, vieux de 30 ans. Malgré leur ancienneté, ils sont encore capables de défendre le ciel ukrainien. Au moins, les missiles solaires russes ne peuvent pas survoler librement le pays et plus de 250 d'entre eux ont déjà été détruits. Mais la Russie utilise non seulement des avions, mais aussi des missiles de croisière calibre et des missiles de croisière à lanceur aérien Kh-101. Et ce, sans compter les missiles opérationnels tactiques Iskander et les missiles hypersoniques Kinzhal. Dans ce cas, c'est l'ancienneté de la défense aérienne ukrainienne qui est en cause. Par exemple, pour détruire le calibre, avec une probabilité de 50%, il est nécessaire d'utiliser 3-4 missiles anti-aériens. De plus, les 10 missiles sont en voie d'épuisement et il n'y a tout simplement pas de place pour en acheter de nouveaux. Le besoin de systèmes modernes de missiles anti-aériens en Ukraine est donc énorme. C'est là qu'interviennent opportunément les complexes NASAMS. Il s'agit d'une arme d'un niveau principalement différent. Les NASAMS ont été créés par les Européens pour eux-mêmes et leur concept de guerre réseau centré. NASAMS est l'acronyme de Norwegian Advanced Surface to Air Missile System. Il a été créé par la société de défense norvégienne Kongsberg Defence & Aerospace et le géant américain Raytheon. Comme nous l'avons déjà noté, les Européens ont conçu ce système en tenant compte de leurs spécificités. Contrairement au concept de défense aérienne soviétique, qui reposait sur des systèmes de missiles solaires, l'approche occidentale privilégie un avion de combat puissant. C'est dans cette optique que les concepteurs norvégiens et américains ont créé une plateforme terrestre permettant le tir au sol de missiles qui sont également utilisés par les avions. Le complexe lui-même est assez jeune. Le développement de la première génération de NASAMS a commencé au début des années 1990, après que les spécialistes occidentaux eurent compris l'essence de la guerre en réseau. Cette compréhension se reflète dans l'architecture du complexe. Les lanceurs et le radar sont séparés des points de contrôle. Cela permet aux opérateurs de NASAMS d'engager des cibles aériennes sans crainte de représailles. Même si l'ennemi repère l'endroit d'où le missile a été lancé ou utilise avec succès des munitions anti-radar, dans le pire des cas, seule une partie du fer sera détruite. Les spécialistes qui contrôlent le système resteront indemnes et, selon la situation, quitteront la zone dangereuse ou activeront des radars et des lanceurs de secours et poursuivront le combat. C'est cette conception qui a donné au complexe la définition d'un système distribué et qui présente une énorme capacité de survie au combat. La capacité de survie du système est accrue par le fait que tous les modules sont montés sur des véhicules tout-terrain, ce qui leur permet de changer rapidement de position et que l'échange d'informations au sein du système de contrôle du combat s'effectue à la fois par voie radio et par câble de terrain. L'échange d'informations à l'intérieur du système de contrôle du combat s'effectue à la fois par voie radio et par câble de terrain. Ce dernier rend impossible la rupture du transfert de données du poste de commandement au lanceur à l'aide de la guerre électronique, de même que la détection d'éléments du complexe à l'aide de la reconnaissance électronique. Le complexe dispose non seulement de radars mais aussi d'une station de poursuite optoélectronique, ce qui lui permet d'atteindre la cible sans trahir sa présence. En outre, comme de nombreux autres systèmes de l'OTAN, le NASAMS peut recevoir la désignation de cibles externes provenant de navires, de radars au sol et d'avions AWACS. Ce dernier point est très important pour l'Ukraine. Compte tenu de la supériorité totale de la Russie en matière d'aviation et de missiles, le système de défense aérienne ukrainien ne peut fonctionner qu'en mode embuscade. C'est pourquoi les avions AWACS de l'OTAN, qui volent en permanence le long du périmètre de l'Ukraine, assurent la détection des avions et des missiles russes. Ils transmettent au système de défense aérienne ukrainien les coordonnées et l'heure de l'entrée de la cible russe dans la zone de sa défaite. Les Ukrainiens n'ont alors plus qu'à allumer brièvement le radar de leur système de missiles de défense aérienne à un moment donné, de verrouiller la cible, d'envoyer un missile anti-aérien et de la détruire. Cela ne prend qu'1 ou 2 minutes.
Pendant ce temps, les Russes n'ont pas le temps de pointer leurs propres missiles sur les radars ukrainiens. Mais comme l'Ukraine utilise toujours les systèmes de missiles anti-aériens soviétiques, il est nécessaire d'exprimer sa gratitude aux spécialistes de l'OTAN qui ont réussi à combiner leurs avions AWACS et les S-300 et Buk M1 soviétiques en un seul système. Avec le NASAMS norvégien, les choses seront beaucoup plus simples. Les données nécessaires leur seront transmises encore plus rapidement. 3 générations du système ont été créées jusqu'à présent. La première a été mise en service en 1998 et a pour munition principale le missile d'avion AIM-120 AMRAAM de moyenne portée. Il est converti pour le lancement au sol, équipé d'une tête d'autodirecteur radar active et porte une munition de démolition à fragmentation. La deuxième génération est entrée en service en 2006. Sa principale différence avec son prédécesseur est un système de contrôle amélioré et un nombre accru de lanceurs, ainsi que le placement de tous les éléments sur des véhicules ayant une capacité tout-terrain accrue. En 2019, le NASAMS 3 a été introduit, qui dispose d'une gamme élargie de missiles. Ces complexes peuvent lancer des missiles à courte portée dotés de têtes de visée infrarouge AIM-9 Sidewinder et Iris-T SLS, ainsi que des missiles à longue portée AMRAAM-ER. Il est probable que le NASAMS 2 ait été transféré en Ukraine. Examinons-le donc de plus près. Une batterie NASAMS 2 complète se compose de 12 lanceurs, chacun équipé de 6 missiles AIM-120 AMRAAM, de 8 radars AN/MPQ-64 F1 Improved Sentinel, d'un centre de distribution des tirs, d'un véhicule avec une caméra électro-optique et d'un véhicule de la cellule de contrôle tactique. Le rayon d'action est de 2,5 à 25 km. La gamme d'altitude est de 30 à 16 km. La probabilité d'atteindre la cible avec un seul missile est de 0,85%. La vitesse maximale de la cible est de 1000 mètres par seconde. Les NASAMS ne peuvent donc pas détruire les Iskander et les Daggers, mais tous les avions et tous les calibres sont des cibles légitimes pour eux. Parlons maintenant de l'impact de ce système de missiles solaires sur le déroulement du conflit russo-ukrainien. À première vue, on pourrait se demander ce que peuvent faire 2 systèmes de missiles solaires sur un théâtre de guerre de plus de 2000 km de long. C'est plus que la distance entre New York et Miami est égale à la distance entre New York et Oklahoma City ou la Havane. Après tout, avant la guerre russo-ukrainienne, l'Ukraine comptait environ 250 lanceurs S-300 et Buk M1 dans son arsenal. Nous pouvons dire sans risque qu'au moins 70% d'entre eux sont détruits. Alors comment 2 complexes, 24 lanceurs S-300, peuvent-ils être utiles ? Tout d'abord, 24 lanceurs de missiles équivalent à 144 missiles. La probabilité de toucher un missile est de 0,85. Même si les 24 lanceurs n'auront pas tous le temps de riposter, certains d'entre eux seront certainement détruits par les Russes. Mais même si la probabilité globale de destruction est de 0,5, cela représente 72 avions et missiles de croisière russes. Cela représente un nombre important. Deuxièmement, la menace de destruction forcerait les pilotes russes à atteindre leur cible uniquement avec des missiles à longue portée, comme c'est le cas actuellement. Et cela est coûteux et lent quand on peut traiter la cible avec des bombes aériennes bon marché en chute libre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi pas un seul pont ukrainien traversant le Dniepr et transportant des armes occidentales n'a été détruit ? Oui, parce qu'il ne peut pas être détruit par les calibres et que le système de défense aérienne ukrainien ne permet pas de le couvrir de bombes de 3 tonnes. Et enfin, troisièmement, qui a dit que seules 2 unités seront livrées ? Qu'est-ce qui empêche les États-Unis d'augmenter les livraisons si nécessaire ? Cela dit, le volume total des livraisons est très important. Après tout, le NASAMS est en service dans 15 pays. La technologie de sa production est mature et le nombre total de missiles AIM-120 produits dépasse 14 000 unités. C'est suffisant pour détruire toute l'aviation militaire de la Russie. Et pour conclure, répondons à la dernière question que vous pourriez vous poser. Pourquoi les États-Unis ne fournissent-ils pas immédiatement à l'Ukraine le nombre d'armes dont elle a besoin pour gagner contre la Russie ? Cela entraînerait moins de victimes et de destruction. Il y a 2 raisons. La première est qu'il est impossible d'entraîner rapidement un grand nombre de soldats ukrainiens à se battre avec des armes occidentales.
Et surtout, les États-Unis et leurs alliés occidentaux sont contraints de fournir des armes avec beaucoup de précautions, de manière dosée, afin de ne pas entraîner l'ours russe dans une escalade brutale, pouvant aller jusqu'à l'utilisation d'armes nucléaires. On peut parler à cet égard de stratégie de la grenouille dans un bocal porté à ébullition. Il s'agit de fournir progressivement des armes afin de ne pas provoquer la rage incontrôlable de l'ours russe, mais au final, saturer l'Ukraine d'équipements modernes et de gagner cette guerre. Que pensez-vous du système de missiles solaires NASAMS? Peut-il affecter de manière significative la nature des hostilités en Ukraine? Et que pensez-vous de cette stratégie de la grenouille? Peut-être ne devrions-nous pas avoir si peur de la Russie et commencer à aider l'Ukraine de manière plus décisive? Écrivez à ce sujet dans vos commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de lui mettre un pouce bleu et de remercier ses créateurs. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Il y a beaucoup d'autres vidéos intéressantes sur les armes modernes.